Les principes fondamentaux des fonctions holomorphes d'une variable complexe exploitent la dérivabilité et les caractéristiques uniques qui définissent ces fonctions dans le plan complexe. Nous abordons ici la définition des sous-ensembles ouverts de C, les critères de dérivabilité complexe et les conditions de Cauchy-Riemann, cruciales pour comprendre comment ces fonctions différenciables s'inscrivent dans la structure multiplicative naturelle du corps des nombres complexes. Les fonctions analytiques sont des exemples de fonctions holomorphes, et parmi les propriétés fondamentales de celles-ci, on distingue la conformité, c'est-à-dire la préservation des angles orientés, et l'harmonicité de leurs parties réelles et imaginaires. Bonjour et bienvenue sur Mathésis. Aujourd'hui, nous abordons les principes et les propriétés des fonctions holomorphes d'une variable complexe. Dérivation d'une fonction complexe. Ouvert du plan complexe. Rappelons qu'un sous-ensemble B du plan complexe C est une boule ouverte centrée en un nombre Z0 et de rayon R strictement positif s'il est de la forme de l'ensemble des éléments Z de C tels que module de Z moins Z0 strictement inférieur à R, c'est-à-dire l'ensemble des points Z situés à une distance de Z0 strictement inférieure à R. Les boules ouvertes jouent dans le plan un rôle topologique analogue à celui des intervalles ouverts de la droite réelle. Rappelons alors la définition suivante. Définition, un sous-ensemble U du plan complexe C est dit ouvert si pour tout Z élément de U, il existe une boule ouverte B, telle que Z est élément de B et B est inclus dans U. Ainsi, un sous-ensemble U du plan est ouvert précisément lorsqu'on peut entourer chacun de ces points par une boule ouverte à l'intérieur de U. Ces sous-ensembles ouverts définissent ainsi une topologie, c'est-à-dire une structure locale ou une échelle de proximité, ce qui permet de discuter les questions de limite, de continuité et même de dérivation, étant entendu que l'ensemble C, identifié ici au plan euclidien R2, est complet, au sens où toute suite de Cauchy de nombres complexes converge dans C, comme nous en avons touché à propos des nombres réels. Cela signifie que tous les processus obtenus par des suites ou des séries potentiellement convergentes convergent effectivement dans l'ensemble des nombres complexes. Dérivabilité d'une fonction complexe en un point. Par analogie avec les dérivabilités d'une fonction d'une variable réelle, on peut alors définir la dérivabilité d'une fonction d'une variable complexe f de U dans C définie sur un ouvert U du plan. Définition, une fonction f de U dans C est dite dérivable en un point Z0 élément de U si le rapport de monotonie f de Z moins f de Z0 sur Z moins Z0 possède une limite lorsque Z tend vers Z0. Cette limite, notée f' de Z0, est la dérivée de f en Z0. Par exemple, pour tout polynôme P de C de X, la fonction polynomiale associée à P est dérivable en tout point Z0 de C, et sa dérivée en Z0 est P' de Z0, où P' est la dérivée formelle de P. Pour toute fraction rationnelle, à coefficient complexe, de la forme f égale P sur Q sous forme irréductible, la fonction rationnelle qui à Z éléments de U associe P de Z sur Q de Z, avec U l'ensemble des Z éléments de C tels que Q de Z est non nul, elle est dérivable en tout point Z0 de U, et on a f' de Z0 égale P' de Z0 fois Q de Z0 moins P de Z0 fois Q' de Z0 sur Q de Z0 au carré, où P' et Q' sont les dérivées formelles de P et Q. La fonction exponentielle complexe, définie par la somme pour n égale 0 à l'infini des z puissance n sur n factoriel par prolongement de l'exponentielle réelle, est dérivable en tout point Z0 de C et égale à sa propre dérivée. De même, la fonction logarithme népérien, définie sur les nombres réels strictement positifs, est définie par log de x égale somme des moins 1 puissance n fois x moins 1 puissance n plus 1 sur n plus 1 et se prolonge à une fonction complexe qui associe à tout nombre complexe z en dehors de la demi-droite et des nombres réels négatifs la somme des moins 1 puissance n fois z moins 1 puissance n plus 1 sur n plus 1, dérivable en tout point z0 de cet ensemble
avec log' de z0 égale 1 sur z0. Ici, la notion de dérivabilité introduite considère la fonction f comme n'ayant qu'une variable. Elle ne doit donc pas être confondue avec la notion de différenciabilité de f, considérée comme fonction de R2 dans R2. Ceci étant dit, les deux notions sont étroitement liées de la manière suivante. Proposition: une fonction f de u dans C est dérivable en un point z0 élément de u, si et seulement si f est différenciable en z0, et sa différentielle en ce point est une application C linéaire. Ici, la différentielle de f en z0 est par définition l'application R linéaire qui a un couple xy de nombres réels associe l'expression suivante, où z0 est représenté par le couple x0, y0, et pq sont les applications coordonnées de f, c'est-à-dire définies par f de z égale p de z, q de z pour tout z élément de u, ou avec les notations complexes, p est la partie réelle de f et q est la partie imaginaire de f. Mais toutes les applications R linéaires de R2 dans lui-même ne sont pas C linéaires. Par exemple, la conjugaison complexe, qui associe un nombre z égale x plus y, le nombre z bar égale x moins y, est R linéaire, puisque pour w égale a plus ib et lambda élément de R, le conjugué de z plus lambda w est z bar plus lambda w bar, mais qu'en revanche, pour lambda égale i, le conjugué de z plus lambda w est x moins b moins y fois x plus a, tandis que z bar plus lambda fois w bar est égal à x plus b moins i fois y moins a, différent du conjugué de z plus lambda w dès que a est différent de 0 ou b est différent de 0. La conjugaison complexe n'est donc pas C linéaire. La dérivabilité complexe est donc essentiellement une différenciabilité réelle qui respecte la structure complexe au niveau infinitésimal. Condition de Cauchy. En décomposant alors en général toute fonction complexe f de u dans C, sous la forme f de z égale p de z plus i q de z comme précédemment, avec p et q deux fonctions numériques réelles, on peut donner le critère suivant de dérivabilité complexe, connu sous le nom des conditions de Cauchy. Théorème: si f est une fonction complexe définie sur un ouvert U du plan, et z0 égale x0, y0 est un élément de l'ouvert, alors f est dérivable en z0 si et seulement si les fonctions numériques p et q sont différenciables sur U, et leur dérivée partielle vérifie les conditions suivantes. Premièrement, la dérivée de p par rapport à x au point x0, y0 est la dérivée de q par rapport à y en ce point. Deuxièmement, la dérivée de p par rapport à y au point est l'opposé de la dérivée de q par rapport à x au point. Dans ce cas, on a alors f' de z0 égale p'x plus iq'x égale p'x moins ip'y égale q'y plus iq'x, en notant p'x, p'y, q'x et q'y les dérivées partielles des deux composantes par rapport aux deux variables. Ainsi, la rigidité de la dérivation complexe fait que la connaissance d'une seule des fonctions réelles p ou q suffit à dériver f comme fonction complexe. Notion de fonction holomorphe. Fonctions holomorphes. L'analogue des fonctions dérivables d'une variable réelle, qui sont celles qu'on peut dériver en chaque point de leur intervalle de définition, est la notion de fonction holomorphe, fonction complexe qu'on peut dériver en chaque point de son domaine. Définition: on dit qu'une fonction f de u dans C définie sur un ouvert U du plan complexe est holomorphe si elle est dérivable en tout point z0 de U. Dans ce cas, la dérivée de f est la fonction f' qui a z0 de U associe f' de z0 tel que nous l'avons défini précédemment. L'exemple générique de fonction holomorphe est celui d'une fonction analytique complexe f de u dans C définie sur un ouvert U. Rappelons qu'une telle fonction possède par définition la propriété suivante. Pour tout z0 de U, il existe une suite AN de nombres complexes et une boule ouverte centrée en z0 et incluse dans U, est telle que pour tout z dans B, la série complexe des AN z-z0 puissance n converge et sa somme vérifie f de z égale somme pour n égale 0 à l'infini des AN fois z-z0 puissance n. On dit alors que f est développable en série entière autour de chacun de ces points. On démontre qu'une fonction analytique est holomorphe et que pour toute représentation de f sur une boule ouverte B, sous la forme d'une somme des AN z-z0 puissance n,
la série dérivée des n plus 1 à n plus 1, z-z0, n plus 1 converge et définit la dérivée de f, c'est-à-dire qu'on a f' de z égale somme des an plus 1 fois z-z0 puissance n plus 1 pour tout z dans B. Par exemple, pour tout polynôme à coefficient complexe, la fonction polynomiale associée est holomorphe. Pour toute fraction rationnelle à coefficient complexe, la fonction rationnelle associée est holomorphe sur l'ensemble des nombres pour lesquels Q est non nul. La fonction exponentielle complexe est analytique puisqu'elle est définie par la série des z puissance n sur n factoriel pour tout z complexe. De même, la fonction logarithme népérien que nous avons prolongée est analytique puisqu'elle est définie par la série des moins 1 puissance n fois z moins 1 puissance n plus 1 sur n plus 1, qui est donc holomorphe, et en utilisant la série dérivée, on trouve encore que log' de z égale 1 sur z. En fait, on a log de z égale log de r plus iθ, si z est représenté sous la forme r e puissance iθ. Les fonctions cosinus et sinus réels se prolongent à des fonctions analytiques complexes et donc holomorphes, définies par exemple par cosinus z égale exponentielle iz plus exponentielle moins iz sur 2, et sinus z égale exponentielle iz moins exponentielle moins iz sur 2i. Enfin, si f, g de u dans c sont deux fonctions holomorphes, alors les fonctions f plus g et f fois g de u dans c sont holomorphes, ainsi que la fonction f sur g de u dans c, si g de c est non nul pour tout z élément de u. Caractérisation par les similitudes. Rappelons qu'une similitude vectorielle du plan est une application linéaire f de R2 dans R2 obtenue par composition d'une isométrie vectorielle par une homothétie. Autrement dit, f est une similitude si et seulement si il existe une isométrie S et un nombre réel non nul lambda, tel que pour tous xy éléments de R2, on a f de xy égale lambda fois S de xy. La notion de similitude traduit l'idée d'une transformation linéaire qui préserve la forme des objets géométriques, qui sont alors essentiellement semblables. On peut toujours choisir lambda strictement positif, et la similitude préserve alors à une constante positive près tous les rapports de distance, et en fait le produit scalaire, par définition des isométries. Proposition: l'application f est une similitude si et seulement si il existe lambda strictement positif, tel que pour tout vecteur uv du plan, on a f de u scalaire f de v égale lambda fois u scalaire v. Si f égale lambda fois s, on dit que f est direct si son déterminant, qui vaut lambda carré fois le déterminant de s, est strictement positif, autrement dit si l'isométrie S est directe. En fait, pour tout couple de vecteurs non nuls UV du plan euclidien, une similitude directe F préserve l'angle orienté entre U et V, puisqu'elle est composée d'une rotation et d'une homothétie de rapport positif, et que l'angle entre U et V ne dépend pas de leur norme. Or, par caractérisation matricielle de la multiplication complexe, on s'aperçoit que les multiplications des nombres complexes par un nombre complexe A donné sont exactement les similitudes vectorielles directes du plan. On en déduit la caractérisation suivante des fonctions holomorphes, qui découlent directement des conditions de Cauchy. Corollaire: si f de u dans C est défini sur un ouvert du plan, alors f est holomorphe sur u, si et seulement si elle est différenciable, et pour tout point z0 élément de u, la différentielle de f en z0, soit l'application linéaire associée à f du plan dans lui-même, est nulle, ou bien est une similitude directe. Sur la figure suivante, nous avons voulu représenter le graphe d'une fonction holomorphe f, qui est en général un sous-ensemble de C croix C. Donc pour le représenter, on utilise parfois le paysage analytique de la fonction, c'est-à-dire le graphe de son module. On a donc ici représenté le paysage analytique de la fonction holomorphe f, qui est le log de z sur C privé de la demi-droite des nombres réels négatifs, avec z égale r e puissance iθ. Conformité et harmonicité. Arc et représentation conforme. Soit G1, G2 de I dans C deux arcs différenciables réguliers, c'est-à-dire que leur dérivée ne s'annule pas, à valeur dans un ouvert U du plan complexe et s'intersectant en un point Z0. Autrement dit, il existe un élément T0 de I tel que G1 de T égale Z0 égale G2 de T. L'angle orienté alpha entre les tangentes orientées à G1, G2 au point T0
est par définition l'angle entre les vecteurs G1' de T0 et G2' de T0. Or, si f de u dans C est une fonction holomorphe, en composant G1, G2 par f, on obtient deux arcs différenciables H1 égale f rond G1 et H2 égale f rond G2 de u dans C, de sorte que f transforme les deux arcs G1 et G2 en les deux arcs H1 et H2. La différentielle de f en Z0, soit l'application linéaire associée à f de R2 dans R2, transforme alors les vecteurs tangents G1' de T0 et G2' de T0, respectivement à G1 et G2 en T0, en les vecteurs dz0f de G1' de T0 égale H1' de T0 et dz0f de G2' de T0 égale H2' de T0, c'est-à-dire les vecteurs tangents respectifs à H1 et H2 en T0. Si f' de Z0 est non nul, comme f' de Z0 est une similitude directe par le corollaire 2, on en déduit que β égale alpha. Les deux angles orientés sont égaux. Ainsi, une application holomorphe est conforme en tout point où sa dérivée ne s'annule pas, au sens suivant. Proposition. Une application holomorphe f de u dans C dont la dérivée ne s'annule pas est conforme. Elle conserve l'angle orienté de deux arcs quelconques. Fonction holomorphe et fonction harmonique. Les parties réelles P et imaginaires Q d'une fonction holomorphe f de u dans C, définie sur un ouvert du plan, sont liées à travers le dérivé partiel première par les conditions de Cauchy, que nous avons vues dans le premier théorème. Si nous admettons que la fonction f est de classe C2, autrement dit que ses dérivés partiels existent à l'ordre 2 et sont continus, alors les fonctions P et Q vérifient les relations suivantes de commutativité des dérivés partiels, ce qu'on appelle le théorème de Schwartz. La dérivée seconde de P par rapport à x et y est la dérivée seconde de P par rapport à yx, et la dérivée seconde de Q par rapport à xy et la dérivée seconde de Q par rapport à yx. Par les conditions de Cauchy, on a les égalités P'x égale Q'y et P'y égale moins Q'x, de sorte qu'en dérivant une seconde fois chaque membre par rapport aux variables x, y, on obtient que la dérivée seconde de P par rapport à x carré est la dérivée seconde de Q par rapport à yx, la dérivée seconde de P par rapport à xy est la dérivée seconde de Q par rapport à y carré, la dérivée seconde de P par rapport à y carré est l'opposé de la dérivée de Q par rapport à xy, et la dérivée seconde de P par rapport à yx est l'opposé de la dérivée seconde de Q par rapport à x carré. En utilisant les relations précédentes de commutativité, on obtient alors les relations suivantes entre les dérivées partielles secondes diagonales de P et Q. Les fonctions P de U dans R et Q de U dans R sont harmoniques, c'est-à-dire qu'elles sont de classe C2, et qu'on a dérivée seconde de P par rapport à x carré, plus dérivée seconde de P par rapport à y carré égale 0, et dérivée seconde de Q par rapport à x carré, plus dérivée seconde de Q par rapport à y carré, égale 0. En fait, si P de U dans R est une fonction harmonique définie sur un ouvert du plan U, à partir de la théorie des formes différentielles, on peut démontrer qu'il existe autour de chaque point Z0 de U une fonction Q telle que P et Q vérifient les conditions de Cauchy et que la fonction f égale P plus IQ soit holomorphe et de classe C2.